Nous sommes à Paris, devant le château de Vincennes, symbole du pouvoir et de l'autorité des rois de France. Pourquoi ? Parce que je vous propose une rencontre avec Pierre-Henri Tavoyot, spécialiste de la philosophie politique. Pierre-Henri Tavoyot est professeur à la Sorbonne, président du Collège de philosophie et l'auteur de nombreux ouvrages sur des questions comme, par exemple, la philosophie des âges de la vie, les abeilles ou la politique. Son dernier livre, De mieux en mieux et de pire en pire, est un regard remarquable et philosophique sur l'ensemble des enjeux de notre présent, le vieillissement, la laïcité, l'eugénisme, l'éducation, le terrorisme. Je vous propose de m'accompagner chez Pierre-Henri Tavoyot. Pierre-Henri Tavoyot, un tout grand merci de nous recevoir dans votre bureau ce matin. Vous avez écrit de nombreux livres de philosophie, mais en particulier le dernier, De mieux en mieux et de pire en pire, c'est un peu votre diagnostic sur le monde d'aujourd'hui. Alors, entre la nostalgie du passé et la crainte de l'avenir, quel est le diagnostic que vous portez aujourd'hui sur l'état du monde ? Je crois qu'il y a deux tentations, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas vraiment à aborder ou aimer notre présent. C'est-à-dire qu'on est soit dans la nostalgie, soit dans la crainte de l'avenir, et le présent lui-même, on a plutôt tendance à le critiquer, à le dénoncer, voilà. Et on aime beaucoup détester notre temps. Moi, je pense que c'est ça le diagnostic, c'est que de mieux en mieux et de pire en pire, j'aurais tendance à dire les deux. Et c'est comme ça qu'on aborde le réel, avec un peu de notion de tragique. Ce tragique, c'est-à-dire l'idée que tout ne s'améliorera pas, il n'y a pas de solutionnisme, il n'y a pas de solution miracle, tout ne va pas si mal, puisque dans nos démocraties, quand on regarde disons avec un peu de recul historique, nous vivons plus longtemps, nous avons... disons, les guerres se sont éloignées, nous avons, sur le plan de la maladie et de la santé, des choses qui sont époustouflantes. J'allais dire, réjouissons-nous un peu. Voilà. Après, c'est le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Effectivement, beaucoup de choses ne vont pas, mais je crois que pour retrouver la force de l'action, il faut éviter un pessimisme excessif. Donc, si vous voulez, c'est toujours la tentation entre deux attitudes philosophiques. Oui. Le philosophe est souvent pessimiste. Tragique ou pessimiste ? Pessimiste. Pourquoi ? Oui. Parce que pour quand même consacrer sa vie à rester assis à un bureau, à lire tous ses livres, il faut quand même avoir l'idée que le philosophe va sauver le monde. Et si le philosophe doit sauver le monde, c'est que le monde va très très mal. Sinon, à quoi bon sacrifier sa vie pour ça ? Donc le philosophe, naturellement, si je puis dire, ma pensée va sauver le monde. Ça donne des pensées profondes. Oui. L'optimiste, évidemment, est un peu bête, parce que l'optimiste, tout va bien, donc il n'y a rien à penser. Moi, j'opte pour un optimisme modéré. Pourquoi ? Parce que je pense que le pessimisme le plus profond ne peut pas évidemment s'empêcher de penser que sa pensée précisément va sauver le monde. Donc il y a encore quelque chose à faire, même s'il est très très pessimiste. Donc je crois que le pessimiste est toujours un optimiste qui s'ignore. L'optimisme modéré, c'est aussi l'idée que si tout fout le camp et tout va mal, il n'y a plus rien à faire. Si on voit une petite lueur ou une petite issue, je pense qu'on peut penser, et c'est souvent ce qu'on reproche aux philosophes, on leur reproche de poser très bien les questions, on leur reproche même de déconstruire les questions, de faire en sorte que la question qu'on leur a posée, on ne la comprend même plus après qu'on les a entendues. Je pense qu'il faut aussi que le philosophe réponde aux questions qu'il se pose. Mais la philosophie a quand même dans sa longue histoire, dans la longue histoire de sa tradition, des philosophes qui cherchaient et qui donnaient un certain nombre de clés, ou en tout cas de processus, de configuration pour tendre vers le bonheur, vers une forme de vie bonne. Je pense à Épicure, à Lucrèce, je pense à Spinoza, qui est quand même dans une pensée plutôt pouvant éventuellement atteindre la joie éternelle ou la béatitude. J'allais dire, Épicure est peut-être trop sage pour être humain, et Lucrèce est lui quand même assez mélancolique, donc assez dépressif. Donc je pense que si on regarde la plupart des philosophes, ils sont quand même plutôt malheureux et tristes dans leur ensemble. Bon, il y en a d'autres effectivement qui sont dans une logique plus positive, mais je pense que c'est vraiment l'objectif, c'est-à-dire effectivement clarifier les questions
Et ne pas perdre de vue, et ça c'est vraiment une conviction très profonde, ne pas perdre de vue le fait qu'on doit aussi envisager des réponses. À tout le moins faire la cartographie des réponses disponibles et envisager des réponses. Je pense que le philosophe a tout à gagner à s'adresser aussi et à apporter de la valeur ajoutée à ses lecteurs. Un des aspects que vous abordez, c'est au travers d'ailleurs d'une réflexion que vous avez sur les âges de la vie, sur la philosophie des âges de la vie, qui est un de vos livres précédents et coécrit avec Éric de Chavannes. Vous parlez beaucoup du vieillissement, de l'importance du jeunisme, du rétrécissement de l'âge adulte. Oui, c'est partir d'un constat très simple, c'est-à-dire qu'on ne sait plus très bien ce qu'est un âge aujourd'hui, ou plus exactement, personne n'a envie de faire son âge. Les enfants sortent de l'enfance de plus en plus tôt, les adultes ne veulent pas vieillir, les vieux ne veulent surtout pas paraître vieux, et puis les jeunes eux-mêmes, en fait, quoi qu'on dise, certes ils sont contents d'être jeunes, mais ils aspirent quand même à l'indépendance, à l'autonomie financière, c'est-à-dire ils aspirent à être adultes. Donc d'une certaine façon, personne ne veut faire son âge. Très troublant. Ça veut dire d'une certaine façon que la vie, elle se déroule au rebours de l'âge physique ou de l'âge biologique. Et ça, quand on regarde toutes les sagesses anciennes, toutes les traditions anciennes, on s'aperçoit au contraire que vivre sa vie du berceau à la tombe, c'est rythmé par des accompagnements sociaux, par des sagesses, par des accompagnements culturels. Ça peut être les rites de passage, ça peut être les sacrements, ça peut être... Vous dites la jeunesse, dans le passé, durait 3 jours. Oui, la jeunesse durait 3 jours, c'est j'allais dire, le rite d'initiation. On prend les enfants, au moment où la société le décide, on prend les enfants, on les isole, on les initie et on les remet dans la société. Voilà, ils deviennent adultes. Ça dure 3 jours. Aujourd'hui, la jeunesse dure 15 ans. Voilà, au bas mot. Donc c'est un âge qui est considérable, mais c'est un âge aussi qui est très incertain et d'une certaine façon qu'on ne voudrait pas quitter. On voudrait rester jeune tout le temps. Mais il y a quand même des seuils qui demeurent. Donc les âges sont brouillés, les âges sont incertains, et certains disent, tout est possible. Aujourd'hui, être femme fatale à 7 ans, teenager à 80, voilà, c'est possible. Chacun peut faire son âge, l'âge qu'il veut, peu importe l'âge biologique. En vérité, c'est un peu la surface des choses. Je pense que notre époque, notre démocratie, notre espace moderne dispose d'une sagesse implicite des âges qui reste extrêmement solide. Si on regarde autour de soi, on voit que les enfants, ils veulent toujours grandir. On voit que les jeunes, bien sûr, ils sont contents d'être jeunes, mais ils ont envie d'accéder à l'âge adulte. On voit que des adultes font le boulot d'adultes. Et puis on voit même, alors ça c'est le plus surprenant, qu'il y a des vieux qui ne sont pas trop fâchés de vieillir. Ils ont bien raison, parce qu'aujourd'hui on vieillit de manière formidablement plus confortable que par le passé. Donc tout ça existe et il y a une philosophie, une sagesse implicite. Et la tentative du livre, c'était juste de la reformuler. Qu'est-ce que nous vivons? Comment nous vivons aujourd'hui les âges alors qu'on croit que tout est explosé? Donc il y a des enfants. Qu'est-ce qu'un enfant? C'est un être qui veut grandir. Et le contraire d'un enfant, c'est Peter Pan. L'enfant qui ne veut pas grandir. L'abomination absolue. Qu'est-ce qu'un jeune? C'est un jeune qui, étape par étape, en expérimentant, cherche à rentrer dans l'âge adulte. Peut-être plus tard, parce que c'est difficile. Il voit bien ses parents, la vie de ses parents, c'est compliqué, mais il veut y entrer. Qu'est-ce qu'un adulte? C'est un être qui est sans doute animé par 3 idées extrêmement profondes qui relèvent presque d'une sagesse, j'allais dire antique. C'est avoir l'expérience, non pas avoir tout expérimenté, avoir tout vu, avoir tout fait, mais être suffisamment expérimenté pour être capable de faire face à ce qu'on n'a pas expérimenté. C'est ça l'expérience. C'est-à-dire le moment où on sent ses limites, mais aussi on se dit, je peux bricoler dans la vie. C'est la responsabilité à côté de l'expérience, c'est-à-dire non pas la responsabilité simplement de ses actes, mais la responsabilité pour autrui. C'est notamment pour les enfants et pour les jeunes. On ne peut pas grandir si on ne fait pas grandir les autres. C'est impossible. Qu'on soit parent, qu'on soit enseignant, qu'on soit patron, qu'on soit quelque métier que l'on fasse, il faut faire grandir les autres pour se grandir soi-même, pour grandir soi-même. Et puis, troisièmement, l'âge adulte, c'est l'authenticité. Expérience, responsabilité, oui. Authenticité. C'est-à-dire, vous voyez, c'est un peu systématique. L'expérience, c'est le rapport au monde. La responsabilité, c'est le rapport aux autres. Et l'authenticité, c'est le rapport à soi. C'est quoi? C'est se dire, tout n'est plus possible, mais tout n'est pas perdu.
Je me connais un peu, je connais mes limites, mais je sens qu'il y a encore quelque chose à creuser, et ça tombe bien, j'ai une vie plus longue pour le faire. C'est ça l'authenticité, ça consiste à dire que, voilà, moi, le texte qui exprime le mieux cette authenticité, pour moi, c'est les rêveries du promeneur solitaire de Rousseau, qui est un texte sur la vieillesse absolument sublime. Lui qui n'a cessé de parler de lui pendant toute sa vie, confession, etc. Là, il sent que la fin arrive et qu'il ne faut plus tricher. Alors qu'il a beaucoup triché. Rousseau a beaucoup triché. Et on voit que par la grâce de l'écriture, il arrive à ce défi fou et très peu plausible pour Rousseau lui-même, se réconcilier avec soi, sans complaisance. Ce serait finalement l'authenticité. Vous avez un regard aussi comme philosophe sur le rapport à soi, le rapport aux autres, mais aussi le rapport à la nature. Oui. Je pense en particulier à votre livre coécrit avec votre frère sur l'abeille. En quoi l'abeille, aujourd'hui, qui hélas disparaît, est une forme de métaphore ou une allégorie sur le monde d'aujourd'hui ? Ce livre est une aventure très particulière parce que mon frère est apiculteur, c'est mon grand frère, hein, on a 13 ans d'écart, il est apiculteur en Haute-Loire, il a une formation de philosophie et on se retrouvait comme ça de temps en temps chez lui en Haute-Loire, notamment en hiver quand il fait très froid, et en discutant ensemble, on s'est dit finalement que les philosophes avaient beaucoup parlé des abeilles. Alors, ça fait à peu près 20 ans que cette discussion a eu lieu, puis on s'est dit on va creuser un peu ça, et puis on a creusé, et on s'est aperçu, 20 ans après, qu'on pouvait faire une histoire de la philosophie en suivant le délicat vol de l'abeille. Ça, c'était une excellente surprise, marquée par des rencontres avec des auteurs du passé extraordinaires, évidemment Aristote, Porphyre, Platon, et puis des auteurs de Condillac. Enfin voilà, et en fait, tous les auteurs, c'était la grande surprise, parlaient des abeilles. Pourquoi ? Parce que l'abeille, depuis les origines, apparaît comme une espèce de métaphore de l'humanité, un baromètre de son destin. C'est un être intermédiaire qui sert à penser les frontières, à penser les limites. Nature, culture. Vous voyez, l'abeille est à la fois très naturelle, elle vit à l'état sauvage, et très culturelle. Ça ressemble diantrement à une cité, cette ruche. Hein, il y a des êtres un peu différents, il y a une reine. Pendant longtemps, évidemment, on a cru que c'était un roi. C'est un peu une usine de production, le miel. C'est en même temps avec des produits extraordinaires. C'est aussi un hôpital. Il y a quelque chose presque du savoir, de l'université. Enfin, c'est très, très troublant. Et donc, on va projeter sur cette vie apicole, cette vie des abeilles, eh bien, l'idée que, et si on ne pouvait pas retirer quelques leçons de cette vie des abeilles ? Et on le voit en politique. Alors ça, c'est époustouflant. L'abeille a servi à penser tous les régimes. Parce qu'il y a une reine. On a dit, c'est une monarchie. Pas du tout, disaient les autres, c'est pas une monarchie, c'est une aristocratie. Vous voyez, il y a une hiérarchie dans la ruche, les abeilles, les ouvrières, puis les faux-bourdons, ces esclaves qui ne servent à rien. Pas du tout, c'est une république. Regardez, les abeilles se sacrifient au combat, elles vont défendre la cité et elles meurent parce que leur dard arrache leur abdomen, donc elles meurent. C'est formidable, c'est l'exemple même du citoyen hoplite. Pas du tout, ils disent, après les modernes, ils disent, mais non, l'abeille c'est l'anarchisme. La reine n'a aucun rôle, c'est une pondeuse. Non, regardez, un ordre parfait, sans commandement. Chaque abeille sait exactement ce qu'elle doit faire, elle obéit, donc c'est de l'anarchie. Pas du tout, diront les autres, c'est le communisme. Regardez la propriété des moyens de production, c'est formidable. Pas du tout, diront les autres, c'est le libéralisme. Et le premier texte du libéralisme politique, c'est la fable des abeilles de Mandeville, qui fonde une tradition philosophie politique. Ouais. Donc l'abeille sert à tout. C'est époustouflant. Et donc, le défi, c'était de raconter l'histoire de la philosophie en suivant les abeilles. Et ça a été une aventure d'abord humaine avec mon frère et intellectuelle, par toutes ces rencontres tout à fait exceptionnelles. Pour faire la transition, vous avez écrit un autre livre passionnant, Qui doit gouverner ? Une brève histoire de l'autorité. Aujourd'hui, qui gouverne la ruche, je dirais, de la cité ? La rue, les experts, les lobbies, le président de la République ou le roi chez nous en Belgique ? C'est le peuple. Voilà, c'est la réponse désormais même mondiale.
C'est ça qui est très troublant. C'est toujours le peuple. C'est toujours le peuple. Simplement, il y a une grande question, c'est qui est le peuple? Voilà. Mais c'est le peuple. C'est très étonnant. L'Europe, c'est-à-dire grosso modo, je vais être un peu caricatural, le monde, à la fin du XVIIIe siècle, et puis, disons, en 1750, et le monde aujourd'hui, en 1750, tous les régimes sont plus ou moins monarchistes. Aujourd'hui, tous les régimes ont quelque chose de démocratique. Alors, même l'Iran. Même l'État islamique, puisqu'il y a un chapitre dans votre livre sur Daesh. Même l'État islamique défend l'idée d'une théodémocratie. Alors évidemment, la souveraineté vient de Dieu, ça c'est clair, mais le gouvernement émane des hommes. Donc, d'une certaine façon, la démocratie, c'est le régime consensuel, simplement. Ce qui sépare tous ces régimes, bien sûr, c'est la réponse à la question « qui est le peuple ?» Et ça, c'est une vraie énigme, parce que est-ce que le peuple, comme vous le disiez, c'est la rue? Est-ce que c'est le Parlement? Est-ce que c'est les manifestants? Est-ce que c'est les journaux? Est-ce que le peuple, c'est les experts? Qui est ce peuple? Est-ce que le peuple, c'est le peuple religieux? Enfin, il y a une vraie difficulté. Et donc, le grand défi de la philosophie politique aujourd'hui, et c'est le prochain livre, c'est de tenter de répondre à cette question. C'est de tenter de répondre à ces questions. Qui est le peuple? C'est-à-dire, et c'est ma position, je suis un philosophe politique libéral, non pas, le mot libéral est un mot un peu galvaudé, mais qui consiste à dire on doit assumer une pluralité de figures du peuple. Voilà. Si on pense que le peuple est unique, on va arriver vers des régimes despotiques. Si on pense que le peuple, c'est le prolétariat, c'est le despotisme du prolétariat. Si on pense que le peuple, c'est les élites, ça s'appelle la technocratie. Si on pense que le peuple, c'est la rue, ça s'appelle la démagogie. Si on pense que le peuple, c'est certains éléments du peuple, ça s'appelle le populisme. Et donc, il faut impérativement, pour apprivoiser la démocratie, essayer d'articuler une pluralité de conceptions du peuple. Alors lesquelles? Je le fais vite. Il y a un peuple qui est la société, il y a un peuple qui est l'État, il y a un peuple qui est l'opinion, et puis il faut envisager les rapports entre ces trois figures, ces trois formes de peuple. Comment le faire? C'est ma proposition, c'est de dire qu'en fait le peuple n'est pas une figure à trouver là au coin de la rue, c'est une méthode. C'est une méthode, une méthodologie, une méthode qui fonctionne en 4 étapes. Les élections, de la délibération, la décision et la reddition de comptes. Voilà le peuple. Le véritable peuple de la démocratie, c'est plus une méthode qu'une figure. C'est plus une démarche qu'un visage. Mais qui fixe les règles de cette méthode? Les règles de cette méthode sont fixées, j'allais dire presque de manière rationnelle, c'est-à-dire qu'il y a une certaine manière d'envisager les élections, qui, je rappelle, n'est pas au départ un principe démocratique. L'élection, c'est aristocratique. On élit. Donc, élit, c'est élite. Donc, pour les auteurs de l'Antiquité, la seule procédure démocratique, c'est le tirage au sort. Voilà. Donc, qu'est-ce qui a rendu l'élection démocratique? C'est une histoire passionnante. L'idée un homme, une voix, une personne, une voix, on dirait. L'idée de la représentation, l'idée de la campagne électorale ouverte. Voilà. C'est des éléments qui ont rendu l'élection démocratique alors qu'elle ne l'était pas au départ. Au niveau de la délibération, oui, il faut délibérer. Ça, depuis Périclès, on le sait, la démocratie est bavarde. Elle parle beaucoup. Hein. Il y a ce célèbre adage, la dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours. C'est très juste. On peut aimer ce bavardage, mais il ne faut pas le confondre avec la délibération. Parce que délibérer, c'est discuter ensemble pour la décision. Le bavardage, c'est on discute. Délibérer, c'est discuter pour la décision. D'où le 3e terme. Décision. Comment décider en démocratie? Pour décider, on a besoin d'un chef, d'un prince. Et ça, on a beaucoup de mal à l'envisager en démocratie. On est tous égaux, pourquoi il y aurait un prince? Eh bien, je crois que pour sauver la démocratie, on a besoin de ce moment de prince, ce moment de décision. Mais à condition que ce prince rende des comptes. Voilà. Et ça, c'est l'expérience par excellence de la démocratie, c'est il y a un moment donné, on quitte le pouvoir. Que ce soit prévu, que ce soit injuste ou pas, on quitte le pouvoir. Et donc, on n'a aucune raison d'avoir peur de la décision s'il y a effectivement cette reddition de comptes. Vous voyez que ces 4 moments sont parfaitement cohérents, sont profonds, et il faut aujourd'hui, c'est le grand défi, que le citoyen comprenne le sens profond de la démocratie. Parce que la démocratie, c'est pas un régime pour les nuls. C'est très compliqué. Si on veut un régime simple, la dictature va très bien.
Mais si on est démocrate, il faut accepter la complexité de la démocratie, c'est le grand défi de demain. Vous avez écrit un petit article dans un des numéros de Philosophie Magazine dont le titre m'a interpellé. Le football témoigne de notre amour secret pour l'injustice. Qu'est-ce que ça veut dire ? À l'époque où la nouvelle religion, entre guillemets, mondiale est le sport et en particulier le football. D'un constat très simple, faisons une petite expérience de pensée comme même à le faire les philosophes. Imaginons que le monde soit parfaitement juste. Chaque chose, chaque personne serait exactement à sa place. Vous voyez, la définition de la justice selon Aristote, c'est donner à chacun ce qui lui revient. Suum cuique tribuere selon le droit romain. Donner à chacun ce qui lui revient. Donc imaginons, tout est juste. Oui. Je n'ai donc pas le droit de me plaindre. C'est désespérant. Mais de quoi va-t-on causer ? De quoi va-t-on parler avec les collègues ? D'une certaine façon, un monde parfaitement juste serait totalement ennuyeux, il n'y aurait aucune histoire. Je rappelle que les grandes épopées, Homère, l'Iliade, commencent par une situation d'injustice. Il y a un partage, et puis à un moment donné, Agamemnon pique l'esclave d'Achille. Et l'histoire commence. Donc il n'y aurait pas d'histoire. Et on s'emmerderait à un point inimaginable. Donc au fond de nous, nous sommes très contents qu'il n'y ait pas pleine justice. Attention, pas de malentendu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter contre les injustices. Mais avec ce sentiment, et c'est ça être adulte aussi, que la justice parfaite n'existera jamais. Et qu'il ne faut pas vouloir abolir les injustices. Il faut simplement les cantonner à des limites acceptables. Et ce petit changement de regard change tout. Pourquoi ? Ça change tout parce que, j'allais dire, les positions les plus absurdes, les plus scandaleuses et les plus terribles de la philosophie sont des positions solutionnistes qui ont voulu abolir l'injustice, et en abolissant l'injustice, elles ont évidemment aussi aboli la liberté. Et produit des dispositifs absolument scandaleux. Donc le but du philosophe, c'est de traquer les injustices les plus inacceptables, mais sans prétendre vouloir rendre le monde totalement juste. Et pourquoi le foot est témoin de notre amour secret, vous dites, secret de l'injustice ? Il serait très facile d'inventer des règles au foot de totale justice. D'ailleurs, quand on compare le foot et le basket, par exemple... Donc il y a des sports où la justice... C'est très facile. Le basket a été inventé par les protestants. C'était l'idée d'une élévation vers Dieu. Il y a le fair play total. Bon, il y a des petites choses qui se passent, mais les contacts sont condamnés. Enfin, presque impossible de tricher au basket. Le foot intègre dans ses règles la possibilité de tricher. Les simulations, on balance le ballon très loin pour gagner du temps. Voilà, il y a toute une série. Même l'arbitrage vidéo ? Même l'arbitrage vidéo, alors qui est très contesté. On le voit très bien, c'est très intéressant. Très contesté, très difficile à mettre en pratique. L'arbitrage vidéo se limite à quelques situations, alors qu'on le voit au rugby. L'arbitrage vidéo est convoqué dans n'importe quel type de situation. Donc voilà, je crois que fondamentalement, ce qui nous attire et ce qui nous intéresse dans le foot, c'est que c'est une sorte de reflet de la démocratie ou du monde moderne. Le rapport individuel-collectif, l'éloge de la triche, mais dans des limites acceptable, il y a quand même des règles du jeu qui sont très, très précises, et donc c'est une sorte de reflet, l'argent et la célébrité, le talent et le mérite, l'idée qu'il y a des petites équipes qui peuvent quand même gagner, ce qui est très méritocratique. Voilà, c'est un reflet, c'est pour ça que je crois que ça nous passionne de point de vue, enfin certains, tout le monde n'est pas fanatique, mais parce que c'est un reflet, caricature, parfois détestable aussi, il faut bien le reconnaître, mais du monde contemporain, et c'est une sorte de miroir, comme les abeilles pouvaient être le miroir aussi du destin de l'humanité. Il y a un chapitre dans votre dernier livre sur la laïcité. Face au fondamentalisme, à l'intégrisme, aux réflexions sur les discriminations, quel est le regard que vous portez comme Français, bien sûr en Belgique c'est un petit peu différent, sur le vivre ensemble aujourd'hui ? C'est vrai qu'il me semble qu'il y a deux types de laïcité.
pour le dire très franchement, j'étais, avant les attentats, dans une perspective de ce que j'appellerais la laïcité libérale, c'est-à-dire une laïcité qui tolère effectivement les différences, la vivre ensemble, accepter même des signes différenciés, religions qui s'expriment. Voilà. Effectivement, la situation s'est tendue. La situation s'est tendue et de ce point de vue-là, j'ai évolué avec l'idée qu'il y a certains adversaires de la liberté qui utilisent la liberté pour des fins qui visent à la détruire. Et que là-dessus, il ne faut pas être naïf. Et donc, il faut être extrêmement vigilant. Il y a des signes religieux qui ne sont pas l'expression légitime d'une conviction et d'une foi, mais qui sont des actions politiques. Et ces signes religieux, il faut, de ce point de vue-là, les combattre en restant sans perdre son âme, en restant dans une logique démocratique et de droit, mais sans naïveté, sans être trop dans un éloge, disons, idyllique de la tolérance. Il faut être attentif à des logiques, à des idéologies dont le but est de détruire la démocratie. Et de ce point de vue-là, il faut les lire. Il y a des œuvres, il y a des textes qui témoignent effectivement du fait que l'objectif d'une partie, notamment de l'islamisme radical, c'est écrit dans les livres. Il faut détruire la démocratie, parce qu'elle est impie. Donc c'est l'objectif clairement affiché. Comment ne pas prendre en compte cette idée ? C'est la formule « pas de liberté pour les ennemis de la liberté » ? Disons, ça dépend des situations. Il faut être très très attentif. Il ne faut pas, encore une fois, perdre son âme. Il ne faut pas que, d'une certaine façon, ces attaques nous contraignent à renoncer à nous-mêmes. Parce qu'évidemment, ce serait leur victoire. Bien sûr. Bien sûr. Mais il faut être, de ce point de vue-là, dans une logique de combat. Face à des adversaires, il y a les adversaires et les ennemis. Les adversaires, on peut discuter avec eux. Les ennemis, il faut les combattre. Et il faut bien faire la différence, et c'est aujourd'hui très difficile. C'est pourquoi la laïcité aujourd'hui est un légitime espace de débat, avec beaucoup de polémiques en France, beaucoup de querelles. Je pense que ces querelles sont saines. Je ne veux pas du tout défendre une thèse plutôt qu'une autre, mais il faut toujours avoir en tête qu'à un moment donné, il faut repérer ce qui relève de l'adversaire intellectuel et ce qui relève de l'ennemi politique. Et là, une logique de combat s'impose. Pierre-Henri Tavoyot, un grand merci pour cette rencontre. Merci à vous.